Amis passionnés d'histoire et de romans historiques, bonjour. Nouvel épisode, cette fois-ci sur la mer, le grand large. Voilà. Donc si vous voulez, la mer, c'est une source d'inspiration immense, océanique. Et donc il y a plein de livres autour de ça, beaucoup de livres, au niveau de l'inspiration, et puis également des écritures de romances, quoi, hein. Donc j'ai choisi plusieurs livres, je vais vous les montrer après. Je vais commencer par un poème, hein, puisque il y a des amateurs, nombreux semble-t-il, ils trouvent ça rigolo qu'on fasse en entrée un poème sur le sujet qui vient. Donc je vais vous dire: homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes, ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteur éternel, ô frère implacable. Alors c'est toujours Baudelaire, hein, les fleurs du mal. C'est très beau. Vous avez entendu le carnage et la mort. Donc c'est beaucoup de tragédie, la mer, très souvent. Tu te plais à plonger au sein de ton image. La plongée sous-marine, on va y venir d'ailleurs, hein. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Voilà. Donc j'ai fait un certain nombre de choix parce qu'il y a énormément de livres autour de ça, hein. Donc j'ai fait quelques petits choix. On pourra revenir sur la mer parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, hein. Mais cette fois-ci, j'ai choisi comme support essentiel de l'illustration La Pérouse de Anne Ponce. Donc c'est diffusé par Folio. C'est une biographie, hein. Et, mais il y a plein d'autres biographies sur les gens qui ont fait le tour du monde au XVIIIe siècle notamment, hein, et 19e. Donc il y a Bougainville, hein. Bougainville, c'est un aventurier extraordinaire. Enfin, il y en a plein d'autres. Et puis j'ai choisi donc comme livre comme romance, hein, comme roman historique, un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Ça c'est le premier, hein, j'ai lu les deux premiers, il y en a 6 maintenant, hein, donc c'est intéressant, moi j'ai bien aimé, hein, voilà. Donc c'est Pour les trois couleurs de Fabien Clos, et c'est donc en pocket, hein, en édition, et voilà. Je vous le montre. Donc on va commenter celui-ci pour les trois couleurs, puis un tout petit peu aussi le deuxième, parce que je l'ai lu, hein, Le Trésor des Américains. Voilà, donc ça c'est après. Donc on va commencer par découvrir la vie de La Pérouse. C'est un fil conducteur en quelque sorte, vous allez voir. Donc je vais aller d'abord à la couverture. Donc La Pérouse, par Anne Ponce. Mon histoire est un roman, oui, hein, tout à fait. En ce siècle des Lumières, où la science commande et où les nouveaux instruments de mesure rendent plus sûrs les voyages au long cours, Jean-François de Gallop, comte de La Pérouse, 1741, et on suppose 1788, au moment du naufrage à Vanikoro, entré dans la marine à 15 ans, consacre sa vie à la navigation. Commencé sur les côtes françaises, son épopée s'achève une trentaine d'années plus tard au large des îles Salomon. Auparavant, il aura navigué de l'île de France, l'île Maurice, hein, en réalité, aux Indes, participé à la guerre d'indépendance américaine et au combat contre les Britanniques aux Antilles. S'appuyant sur la lecture de son journal de bord, ses lettres, ses notes, ses comptes rendus, ses mémoires et les recherches les plus contemporaines, Anne Ponce tente de percer le mystère de l'homme qui semble avoir vécu que pour tourner autour du monde. Louis XVI, qui avait commandé la fatale expédition, ne saura jamais que ce marin avait péri, ni la Pérouse que son roi était mort décapité. D'ailleurs, on dit que quelques minutes avant de passer à l'échafaud, Louis XVI avait demandé « A-t-on des nouvelles
de Monsieur de la Pérouse. Donc je vous ai choisi la page 11 pour le départ. Page 11. Ils sont 220 marins et scientifiques, venus de toutes les provinces du royaume qui se sont arrachés à leur famille pour accourir à Brest, un jour de 1785. Comptez-les bien et mettez un genou à terre, car nul ne les reverra. La ville est en effervescence. Des bateaux de toute taille, une forêt de mâts encombre le port qui avait vu partir les escadres de la guerre de 7 ans. Nouvellement baptisées, 2 grosses frégates, la Boussole et l'Astrolabe, se balancent sur leurs ancres. Le commandant de l'expédition, Jean-François de Galop de la Pérouse, passe en revue l'équipage en partance. Bolet, Dutertre, Pochic, Quignon, Le Boucher. On croirait entendre l'appel du matin dans une cour de caserne, on croirait lire à la stèle commémorative des morts d'une paroisse, tant ces vieux noms français nous paraissent proches et familiers. Les gentilshommes portent un justaucorps bleu, garni de galons d'or ou d'argent, avec jabot de dentelle blanche, pantalon cramoisi et bas de soie. Les jeunes officiers, un justaucorps écarlate et une bandoulière de velours bleu. Nobles ou plébéiens, rouges ou bleus, bien peu ont dépassé la trentaine. Mais la jeunesse est un atout pour qui veut parachever la carte du monde, dans le sillage de James Cook, l'un des plus grands marins d'Angleterre. Voilà, donc ça nous donne la couleur de l'expédition avec qui elle s'est faite. Ensuite, je vous ai sélectionné la page 26. Là, c'est Bougainville, hein, c'est lui qui parle là. Hein. Et donc, il est cité dans le livre de la Pérouse. Et c'est intéressant parce que ça cite notamment ça parle du mythe du bon sauvage. Donc, on va savoir ce qu'il en pensait. Alors, sur son journal de bord, la Pérouse s'explique de tout cela. Je suis maintenant bien loin du sanctuaire des sciences et des lettres. Mes idées et mon style n'ont que trop pris dans l'empreinte de la vie errante et sauvage que je mène depuis 12 ans. Ce n'est ni dans les forêts du Canada, ni sur le sein des mers que l'on se forme à l'art d'écrire. C'est pas mal écrit hein, pour quelqu'un qui ne sait pas bien écrire. Et il parle du Canada parce que, comme la Pérouse, Bougainville a combattu au Canada hein, avec Montcalm. L'ouvrage abondait en observations piquantes sur les mœurs des sauvages et surtout des Tahitiens, habitants de l'île baptisée la Nouvelle-Citer, qui se copulaient sur la première natte offerte et dont les femmes étaient toutes des Vénus. Louis XVI en était resté songeur. De même, les académies des sciences et de la marine avaient dû prendre leur distance avec l'enthousiasme de l'équipage pour ces êtres lascifs à l'état de nature. Né essentiellement bon, Bougainville ne manquait pas de régler son compte à l'esprit du système si commun de son temps. Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans les ombres de leur cabinet philosophe, à perte de vue sur le monde et ses habitants, et soumettent impérieusement la nature à leur imagination. Procédé bien singulier, bien inconcevable de la part de gens qui n'avaient rien observé par eux-mêmes, n'écrivent, ne dogmatisent que d'après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs auxquels ils se refusent la faculté de voir et de penser. Nous retrouvons la même attitude chez la Pérouse, dit l'auteur. Voilà, donc il tord le cou au mythe du bon sauvage de M. Jean-Jacques Rousseau. Hein. Voilà, donc il n'y a pas tout à jeter hein, dans le contrat social, mais il est vrai que le mythe du bon sauvage sera étranglé par la suite par les anthropologues dont Claude Lévi-Strauss, hein, par exemple, avec Triste Tropique. En fait, en gros, l'homme est, si vous voulez, est par nature sociale. Hein. Donc les sociétés qu'on appelle primitives ne sont pas moins policées que les nôtres en réalité. Hein. Et ne sont pas meilleures ou pires. Ce sont des sociétés
qui souvent, quand elles se rencontrent, sans s'être connues avant cela, ont peur l'une de l'autre. On va voir pourquoi, on va voir ça après. Voilà, donc on va à la page 29 maintenant pour parler un peu de Monsieur Cook. Hein, D'ailleurs, vous voyez, James Cook, il y a de beaux ouvrages sur James Cook. Hein. C'est également Anne Pons qui a écrit celui-ci. Donc ça, c'est la page 29. Page 29. Alors, Louis XVI avait dévoré les récits des expéditions de l'inventeur de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et du continent antarctique, qui avait accompli ce que Bougainville et Kerguelen s'étaient contentés d'entrevoir et offert à la Grande-Bretagne la maîtrise du Pacifique jusqu'à la latitude 71 degrés 11. Au point que, sans se soucier du lourd contentieux entre la France et l'Angleterre, Louis avait prié Sartine, le ministre de la Marine, de donner des instructions au commissaire maritime des ports de commerce afin de ne pas importuner l'explorateur. L'intention du roi est que les capitaines Cook soient traités de même que s'ils commandaient des bâtiments de puissance neutre ou amis, et qu'ils soient recommandés à tous les capitaines qui pourront le rencontrer à la mer et faire connaître à ce navigateur célèbre les ordres qui ont été donnés à cet égard, en lui observant que, de son côté, il doit s'abstenir aussi de tout acte d'hostilité. Voilà. Donc, il y avait une certaine reconnaissance entre tous ces découvreurs, une grande estime pour le grand James Cook. Page 62, 1782, la baie d'Hudson. Voilà, parce que la Pérouse aussi a fait la guerre contre l'anglais pendant la guerre de 7 ans. Ah non, ça c'est pas la guerre de 7 ans, c'est pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Alors, page 62. Page 62. Mais c'était en quelque sorte aussi de l'exploration. Hein. La baie d'Hudson, c'était pas une région du Canada très connue. Quoi. Quand le 16 juillet, il parvient à l'entrée de la baie d'Hudson, la Pérouse s'inquiète du retard qu'ils ont pris. Pour arriver promptement au fort du prince de Galles, qu'il se proposait d'attaquer d'abord, il n'avait plus un instant à perdre, la rigueur de la saison obligeant tous les vaisseaux d'abandonner cette mer dans les premiers jours de septembre. Mais dès qu'il fut entré dans la baie d'Hudson, les brumes l'enveloppèrent. Et le 3 août, à la première éclaircie, il se vit environné de glace à perte de vue. Les vaisseaux louvoient, tant bien que mal, évitant les icebergs, et longent la côte en direction du nord-ouest, lorsque les marins aperçoivent une petite troupe qui accourt à leur rencontre, chargée de pelleteries à vendre. Bénis soient ces bons sauvages qui se désignent eux-mêmes sous le nom d'Inuits. Quand on claque des dents, on ne perd pas de temps à discuter le prix des peaux de ce renard ou de ce castor. Marché conclu, les marins s'accoutrent et doublent leurs vêtements de fourrure. C'était un spectacle extrêmement comique de voir nos hommes habillés ainsi grimper dans les gréements et les vergues avec des airs d'ours et de phoques. Il continue jusqu'à l'île de Baffin, cette terre isolée autrefois nommée Meta Incognita, les limites inconnues par Frobisher. Les voici au-delà des frontières géographiques, allant toujours plus outre, selon la formule de Bacon. 3 vaisseaux fantômes dans le vent glacial, et personne n'imagine la longueur phénoménale du détroit d'Hudson. Plus de 320 km avant d'arriver dans la baie qu'il faudra encore traverser, jusqu'au fort Prince de Galles, sur la rivière Churchill. Au sortir des tempêtes, ils sont quasiment morts de faim quand ils ancrent, le 8 août au soir, devant le fort. Le lendemain, impressionné par le nombre des Français qui débarquent, Samuel Hearne fait sagement hisser le drapeau blanc et la reddition est négociée. Le fort sera détruit. Parmi les biens de la compagnie saisis par les soldats se trouvent les cartes et le récit de l'exploration pédestre particulièrement éprouvante menée par Hearne dans le Grand Nord canadien. Tombé sous le charme du récit, la Pérouse restitue ses journaux à l'auteur pour sauver une chronique
aussi intrusive. Faisant abstraction de la rivalité entre les deux nations, il autorisa Hearn à repartir en Angleterre, moyennant sa promesse de publier ses cartes secrètes de la baie d'Hudson dès son retour. Oui, il y a une grande estime entre tous ces explorateurs, quoi, hein. C'est l'intérêt de ce passage surtout. Et puis l'intérêt de l'aventure, hein, qu'il a vécu là. Page 153, la Chine. Parce que lors de son tour du monde, qui sera interrompu, il passe notamment en Chine. Alors aussi à vous de découvrir les livres sur la Pérouse. Alors, pour le reste, quoi. Donc, page 153. 153. Alors, page 153. Enfin, la Chine. Le 1er janvier, conduite par des pilotes chinois engagés dans l'île de Lama, les frégates ont jeté l'ancre en baie de Macao. Aux côtés d'une quarantaine de navires étrangers et de 2 bâtiments français sur rade, dont le marquis de Castries, commandé par le provençal Joseph de Richery, qui avait participé à la glorieuse campagne de l'Inde aux côtés de Suffren. Plusieurs officiers de cette flûte furent autorisés de s'embarquer avec la Pérouse pour combler les vides creusés par la catastrophe de port des Français. Bon, je ne vais pas citer ce passage, mais bon, ils ont eu des ennuis, hein, durant leur tour du monde, et il y a eu des morts. Le plaisir d'échanger des nouvelles du pays avec leurs compatriotes, chargés d'une mission de protection pour le commerce français en mer de Chine, ragaillardit les esprits. La baie d'un bleu intense, les élégantes maisons en colonnade, le feston des collines qui les entourent, les fortifications, les murailles, les débarcadères remplis d'une multitude de bateaux leur paraissent autrement pittoresques et vivantes que les îles affreuses où ils se sont posés. Voilà une escale qui promet monts et merveilles. Cependant, à peine avaient-ils jeté l'ancre que les pilotes s'étaient empressés de repartir, à la vive surprise de la Pérouse. Nous avons appris depuis que s'ils avaient été aperçus, le mandarin de Macao aurait exigé de chacun d'eux la moitié de la somme qu'ils avaient reçue. Ces sortes de contributions sont assez ordinaires, procédées de plusieurs volées de coups de bâton. Avec son pragmatisme habituel, la Pérouse se forge une opinion si administrative de la colonie qui est au moins un comptoir commercial qu'une possession chinoise prêtée aux Portugais en échange de leurs bons et loyaux services. Macao n'est plus en quelque sorte qu'une ville chinoise où les Portugais ont souffert, quoiqu'ils aient le droit incontestable d'y commander et les moyens de s'y faire craindre. Pour remplir cet objectif, ils souffraient d'entretenir une garnison de 2000 Européens avec 2 frégates, quelques vedettes et une galiote à bombe, notera-t-il dans son journal. Conduit par un pilote mort, venu à leur rencontre, sous ordre du gouverneur, Bernardo Alexis de Lemos, il jette l'ancre au mouillage de Tipa, dans la rade qui fait face au quai de la Peira Grande. La ville est composée d'une population bigarrée, indigène, désœuvrée, qui s'attire les moqueries de l'administrateur Tsang Tsentao. Il aurait suffi de fermer les portes pour que les quelques 2000 macaïstes, semblables à des vermisseaux se tortillant à l'intérieur d'une fleur de lotus, dépérissent sans possibilité de défense. Négociants portugais de naissance ou métissés, se disputant le peu d'affaires à traiter, esclaves cafres leur tenant lieu de domestiques, nombreux Chinois qui s'occupaient du commerce et de différents métiers qui rendent ces mêmes Portugais tributaires de leur industrie. Rien n'échappe à la Pérouse des rapports de pouvoir complexes qui régissent la société de Macao. Odi et Hamo, tour à tour, l'approbation et la contestation des réalités qu'il observe jouent le rôle de modèle ou de repoussoir. Il observe les activités du port, le commerce en déclin qui brasse encore 50 millions de livres sterling
dont les 2/5 sont soldés en argent et le reste en marchandises de toutes sortes, du drap anglais au coton de Bengale, de l'opium de Patna au poivre de la côte de Malabar, des perles et du corail rouge aux montres de Genève. La façon de traiter les étrangers est impitoyable et sans limite de vexation qu'on leur inflige. Il ne se boit pas une tasse de thé en Europe qui n'ait coûté une humiliation à ceux qui l'ont acheté à Canton, qui l'ont embarqué et ont sillonné la moitié du globe pour apporter cette feuille dans nos marchés. La Pérouse fait peu de cas des porcelaines. On ne rapporte en échange de toutes ces richesses que du thé vert ou noir, avec quelques caisses de soie écrues pour les manufactures européennes. Je ne compte pour rien les porcelaines qui lestent les vaisseaux et les étoffes de soie qui ne procurent aucun bénéfice. Ces porcelaines d'exportation, dites Compagnie des Indes, figuraient en grand nombre dans l'exposition du musée de la Marine à Paris en 2008, grâce aux résultats des fouilles de Vanikoro. Appelées Yankee, vase de mer, selon les Chinois, elles partent, nous dit François Bellec, de Zhangdesen, près de Yonsekiang, Nankin, et le relais des caboteurs maritimes pour Canton, où elles sont embarquées à bord de navires européens. Elles sont soit de style chinois, traditionnel, dit Nankin, soit conformes au goût européen, livrées blanches par les potiers de Jiangxi et décorées d'après des modèles dans les ateliers des faubourgs de Canton. C'est ainsi que les membres de l'expédition acquièrent à bas prix de la vaisselle de table, dont l'exemple le plus admirable est le service aux armoiries de la congrégation religieuse des chanoines de l'ordre de Saint-Augustin, à laquelle appartenait l'abbé Monguès. Fleurion de Langue commande un service à ses armes qui lui sera livré directement en France. Il ne le verra jamais. Voilà, donc c'est la magie d'Orient, de l'Extrême-Orient, hein, qui est évoquée là, quoi. Ensuite, le Kamtchatka, donc c'est maintenant l'Extrême-Orient russe. Hein. Les Russes étaient déjà à l'époque dans cette région qui est proche de la Chine. Hein. Donc 184, qui est une région très très sauvage. Hein. On connaît de nombreux reportages sur cette région du monde. C'est très beau. Avant de quitter les lieux, la Pérouse offre au gouverneur le volume du 3e voyage de Cook. Au comble de l'émotion, ce dernier introduit quelques pages devant ceux qui ont eu l'honneur de rencontrer le grand homme. Tous s'émerveillent de l'exactitude du récit. La Pérouse ira s'incliner sur la tombe de Charles Clerk, commandant de la Resolution, lors du dernier voyage de Cook, décédé le 22 août 1779, avant que les Britanniques n'aient atteint Petropavlovsk, et appose une plaque sur celle de Louis de la Croyère, qui avait participé à l'expédition de Vitus Bering en 1741. Les exploits du commandeur russe Belling, qui avait exploré les routes entre l'Asie et l'Amérique, retiennent également son attention. Une dernière tâche lui incombe, organiser l'envoi de ses journaux et relations à Versailles, comme il l'avait déjà fait de Manille et de Macao. Ici, le cas était différent. Petropavlovsk sera bientôt bloqué par les glaces et aucun navire ne pourra quitter le port de tout l'hiver. En dépit des distances, la Pérouse envoie en Europe le petit Barthélemy de Lesseps, qui présente l'avantage de parler la langue de Catherine II. Promis un voyage terrestre épuisant, qui le sauve du sort tragique de la fin d'expédition, il aura des traîneaux attelés de chiens et de rennes qui l'amènera à Irkoutsk l'été suivant, Tomsk, Tobolsk, Kazan et Nijni-Novgorod par la route des caravanes, et le 17 octobre, il sera à Versailles dans l'antichambre du ministre de la Marine, la Luzerne. Au moment du départ, tous ont le cœur serré. Nous ne pûmes quitter sans attendrissement M. de Lesseps, que ses qualités précieuses nous avaient rendu chers, et que nous laissions sur une terre étrangère au moment d'entreprendre un voyage aussi long que pénible. Note la Pérouse dans son journal. Alors, ensuite, nous avons à la page 239, Entrecasteaux, Bonthon-Bonpré. Donc, après la catastrophe de Vanikoro, il y aura des recherches
Et donc là, dans ce livre, on évoque les recherches pour le coup là, d'Entrecasteaux. Page 236. 236. En cours de route, l'incroyable se produisit. Les marins en reconnaissent une terre située au sud-ouest de l'archipel de Santa Cruz, les îles Salomon, située à une telle distance qu'ils ne peuvent la retrouver avec précision sur les cartes. Les vents contraires, les récifs meurtriers, leur interdisent de débarquer sur cette terre qu'ils nomment l'île de la Recherche. Curieusement, d'Entrecasteaux semble abandonner l'objet de sa mission, malgré les ordres du roi. Désireux d'exhiber leurs trésors, les indigènes se portent en pirogue à la rencontre des navires. On demande incrédule devant l'aveuglement du chef de l'expédition. Dans le nombre des colliers, il y avait plusieurs de grains de verre, mais ces grains provenaient certainement de manufactures anglaises, et c'était le seul effet européen que nous eussions aperçu dans l'entrevue et qui avait eu lieu avec les habitants de la côte méridionale de l'île. On aperçut dans les pirogues de ceux-ci des haches qui, au lieu de pierre, avaient pour tranchant un morceau de cercle de barrique. D'ailleurs, un objet d'aussi peu d'importance ne pouvait en aucune manière faire présumer le passage de Monsieur de la Pérouse. Ironie du sort, il ignore qu'il n'est pas à plus de 10 lieues, 30 km, de Malicolo, actuel Vanikoro, lieu de la tragédie. Or, nous savons qu'en 1791, au moment où on passe entre Entrecasteaux, vivaient encore à Vanikoro 2 hommes de l'équipage de l'Astrolabe, et que les indigènes avaient vu passer le navire de la Pérouse. Voilà. Donc tout ça est très romanesque, du coup. Donc ensuite on passe à la page 248 Dumont d'Urville, le découvreur de la Terre Adélie et de l'Ifou en Nouvelle-Calédonie. Alors, donc on est bien la page 248. 248. 248, voilà. Voilà. Après avoir cartographié la côte nord de la Nouvelle-Guinée sur plus de 500 lieues, il reconnaît les îles Fidji. Le 20 avril 1827, voilà, le naufrage a eu lieu en 1788, donc le temps passe. Il s'arrête à Tonga Tabou, l'une des îles de l'archipel des Amis. Un chef maori, Palou, le reçoit dans sa case, lui et ses officiers. Assis en tailleur sur une admirable voûte de bois et de palmes tressées, il écoute les natifs qui se souviennent des visites de Cook comme de celles d'Entrecasteaux, mais surtout du passage de 2 vaisseaux semblables et portant aussi 2 pavillons blancs. Nos connaissances proviennent des récits de Dumont d'Urville et des manuscrits rédigés par 3 de ses officiers qui complètent et enrichissent son journal. Le plus précis est celui de Pierre Adolphe Lesson, second chirurgien qui participe aux côtés de Guémard et du docteur Coy, naturaliste de l'expédition, aux enquêtes effectuées auprès des populations. Obligés de réparer le bâtiment endommagé par un récif, les marins font un long détour par l'île de Van Diem, d'où le docteur Coy écrit à Cuvier, Hobarton et de Van Diem, le 21 décembre 1827. Monsieur le baron, le 3 janvier, nous quitterons Van Diem pour aller à Tikopia et aux îles Malicolo. Une nouvelle campagne s'ouvre pour nous. Nous ne pensons plus qu'à reconnaître les lieux où c'est terminé par une catastrophe. Enfin, ils pensent que c'est mal fini, parce qu'ils ne sont jamais revenus. L'expédition de la Pérouse. Le docteur Coy n'omet point de contempler ce qu'a pu faire aux extrémités du monde le génie des colonisations. Mu par l'enthousiasme, il ne s'arrête pas en si bonne voie. En effet, il y avait à peine 20 ans que l'immense forêt habitée par de misérables peuplades de race la plus dégradée de l'espèce humaine occupait la place où s'élève maintenant la ville Hobarton.
De grandes cultures, des fermes élégantes, de superbes routes indiquent, je ne dis pas la civilisation européenne, mais l'industrie la plus perfectionnée, ce goût de l'utile qui est propre à l'Angleterre. Monsieur Quoi ne nous dit pas si le génie de la colonisation et le goût de l'utile propre aux Britanniques consistait également à entasser les aborigènes dans d'abominables réserves. Dumont d'Urville se porte sur l'île de Tikopia. En raison de la difficulté de recrutement, il prend pour interprète des indigènes proches de ce mouillage, après avoir essuyé le refus de traducteurs plus compétents, dont un matelot indien de la classe des parias, le Lascar Joe, interprète du capitaine irlandais Peter Dillon, qu'il avait tous deux devancés à Vanikoro. Ce fut bien vainement que, par de grandes promesses, par de forts présents, le commandant essaya une dernière fois de le décider à l'accompagner jusqu'à Vanikoro. Joe refusa obstinément, tout en montrant la crainte qu'il avait d'être emmené de force. Dumont d'Urville se résigne à embarquer Hambleton, anglais récemment arrivé, qui connaît peu le tikopien et aucunement la langue de Vanikoro. Nouvelle épreuve, 3 jours sont nécessaires à l'astrolabe pour traverser un étroit canal tellement hérissé de coraux qu'en certains endroits, il n'offrait pas la longueur de la corvette. Au mouillage, sous un soleil de plomb, des relations prudentes sont entamées avec les naturels. Ont-ils été témoins d'un naufrage, et en ce cas, à quelle époque? Y a-t-il eu des survivants et combien? Les plus âgés rendent compte de la tradition. Oui, des navires européens avaient péri sur l'île. Il y a longtemps, bien longtemps, qu'un matin, à la suite d'une tempête, on vit échouer sur le récif une grandissime pirogue. Elle fut promptement engloutie et tout le monde fut noyé. Bientôt après, une seconde vint se jeter sur une de ces coupures que forment les écueils. Il y eut un grand combat des hommes qui la montaient avec les naturels, qui croyaient voir arriver de grands esprits pour les détruire. Quant aux survivants, une partie des hommes blancs avait été assommés dans la mer par les habitants, tandis que quelques-uns s'étaient installés dans l'île pour y construire un petit navire sur lequel ils avaient disparu. D'autres encore avaient choisi de rester sur place jusqu'à la fin de leur jour. Les défaillances de l'interprète épaississent le mystère La Pérouse. Laissons se plaint de ne pas comprendre la traduction de l'anglais. Ce récit ne nous arrivait qu'embrouillé et incompréhensible par la bouche d'Hambleton. Quelques-uns parmi nous comprirent même qu'il s'agissait d'un 3e navire. Pour comble de difficulté, les informateurs n'ont pas tous la même connaissance des faits et répètent ce qu'ils ont entendu de leurs aînés. Les témoignages varient donc en qualité et en précision selon les individus. Après avoir obtenu de l'un des chefs de tribu qui les conduit sur le site du naufrage, à l'opposé de l'île, ils ne peuvent qu'être submergés par l'émotion, rendue par la plume du docteur Quoi. C'est là que dans une coupure, nous vîmes, dans une eau limpide, par environ 15 pieds, c'est quelques mètres, les restes en métaux de ce qui composait l'armement d'un grand navire. À l'époque, le corail n'avait pas tout pris, contrairement à l'expédition de 2008. Oui, mais là, ils avaient d'autres moyens, notamment la plongée sous-marine, justement. Tout ce qui était en bois avait disparu par la force de la mer. Le lest, entièrement formé de saumon de plomb, était à sa place et dessinait la quille. De chaque côté se trouvaient des canons en désordre. Les grosses ancres étaient encore comme affourchées sur l'avant. Il faut avoir navigué, il faut avoir connu la mer, son inconstance, ses dangers, pour se faire une idée de ce que nous éprouvâmes à la vue des nobles restes de cette catastrophe. Nous examinions religieusement ces débris submergés depuis 40 ans, sans penser à tout ce que nous avions nous-mêmes éprouvé, et ce qui pouvait encore nous arriver, dans ce qui nous restait à faire. Nous retournâmes au lieu où l'on nous dit que les Français avaient construit un navire.
nous ne vîmes d'autres traces de leur séjour que de gros arbres abattus par la cognée. Une végétation vigoureuse avait complètement recouvert le sol où ils avaient travaillé. Un menton d'oubli recouvrait bientôt l'horreur qui les saisit. Il faudra attendre 2005 et les moyens techniques de l'expédition Salomon pour pénétrer au cœur du cataclysme. Voilà. Alors, page 268, l'aventurieux Dillon. Voilà, et puis on aura fini avec ce livre. Mais c'est intéressant, quoi. Alors, page 268. Alors, tenace, infatigable, Dillon court de mouillage en mouillage partout où il estime avoir des chances de succès. Alors c'est en anglais, hein, en irlandais, pardon. Le 16 septembre 1827, devant le village d'Enema, sur la côte est, les habitants se réunissent pour accueillir les canots d'où descendent Ratea et Martin Buchart. Au bout d'un quart d'heure, Dillon débarque à son tour accompagné de Chéniaud, représentant diplomatique français, et de Roussel. On les conduit à la maison des esprits, où on les assoit sur des nattes, et là, leur sont apportés des objets par dizaines en échange d'articles de troc. La collecte comprend des ferrures des tambours, des poulies de bronze, un fragment de bois sculpté d'une fleur de lys et des pierres et des pierrières, petits canons de bronze. Mais surtout une cloche de navire portant l'inscription Bazin Maffei, qui sera considérée comme la première preuve authentique du naufrage. Les interrogatoires du chef Wallier vont durer 2 jours, pendant lesquels les morceaux du puzzle s'assemblent peu à peu. Il y a longtemps que les habitants de cette île, sortant un matin de leur maison, aperçurent une partie du vaisseau sur le récif en face de Paillou. La mer acheva de le mettre en pièces vers le milieu du jour. De grandes portions de ces débris flottèrent le long de la côte. Le vaisseau avait été jeté sur le récif pendant la nuit. Il y avait eu un orage terrible qui brisa un grand nombre de nos arbres à fruits. Nous n'avions pas vu le vaisseau de la veille. 4 hommes échappèrent et prirent la terre près d'ici. Nous allions les tuer, les prenant pour des esprits malfaisants, quand ils firent présent de quelque chose à notre chef qui les épargna. Ils résidèrent parmi nous pendant un peu de temps, après quoi ils allèrent rejoindre leurs compagnons à Paillou. Là, ils bâtirent un petit vaisseau et s'en allèrent dedans. Ainsi, des 4 hommes, aucun des 4 hommes n'était chef, tous étaient des inférieurs. Les objets que nous vous vendons proviennent du vaisseau qui échoua sur le récif. Nous ne tuâmes aucun des hommes du vaisseau, mais il vint à la côte plusieurs cadavres qui étaient les jambes et les bras mutilés par les requins. Dans la même nuit, un autre vaisseau toucha des récifs près de Vanou et coula à fond. Il y eut plusieurs hommes qui se sauvèrent. Ils bâtirent un petit vaisseau et partirent 5 lunes après que le grand se fut perdu. Les hommes blancs avaient coutume de regarder le soleil à travers certaines choses que je ne puis dépeindre ni montrer, parce que nous n'avons eu aucune de ces choses. 2 hommes blancs restèrent, et après le départ de leurs compagnons, l'un était un chef, l'autre un homme qui servait le chef. Le premier mourut, il y a environ 3 ans. Les seuls blancs que les habitants de l'île aient jamais vus sont premièrement les gens des vaisseaux naufragés, puis ceux que nous voyons aujourd'hui. Voilà, un récit prenant, s'il en est. Voilà, donc on en a fini avec le livre d'Alphonse Lapérouse. Donc je vais vous donner un peu quelques indications sur un autre. Donc c'est Bougainville, hein, qu'on cite un peu aussi. Donc j'ai relevé une seule petite page. Hein, il cite Hanson, qui est également un explorateur. C'est la page 27. Donc ce livre, hein, c'est Dominique Brun qui l'a écrit, hein, c'est aux éditions Folio, hein, dans les biographies. Page 27. Donc en effet, le voyage autour du monde d'Hanson, publié dès 1748,
a tout de suite fait l'objet d'une traduction en française. Donc c'est ça qui a enflammé l'imagination de Bougainville, cette lecture. Laquelle a connu un succès dont on appréciera la popularité, en sachant que Voltaire lui consacra tout le chapitre 18 de son précis du siècle de Louis XV. Le récit a de quoi faire rêver un jeune homme en quête de nouveaux espaces. Cependant, en doublant le cap Horn, après avoir passé le détroit de la mer, des tempêtes extraordinaires battent les vaisseaux d'Anson et dispersent. Un scorbut d'une nature affreuse fait périr la moitié d'équipage. Le seul vaisseau du Commodore aborde dans l'île déserte de Juan Fernandez, dans la mer du Sud, en remontant vers le tropique du Capricorne. Un lecteur raisonnable qui voit avec quelque horreur ces soins prodigieux que prennent les hommes pour se rendre malheureux eut alors semblable, apprendra peut-être avec satisfaction que George Anson, trouvant dans cette île déserte le climat le plus doux et les terrains le plus fertiles, y sema des légumes et des fruits dont il avait apporté les semences et les noyaux, et qui bientôt couvrirent l'île entière. On trouva sur la côte beaucoup de lions de mer, dont les mâles se battent entre eux pour les femelles, et on fut étonné d'y voir dans les plaines des chèvres qui avaient des oreilles coupées, et qui, par là, servirent de preuve aux aventures d'un Anglais nommé Selkirk, qui, abandonné dans cette île, y avait vécu plusieurs années. Qu'il soit permis d'adoucir, par ces petites circonstances, la tristesse d'une histoire qui n'est qu'un récit de meurtre et de calamité. Voltaire a raison, la circumnavigation d'Anson est un voyage de rapine, à peine moins empreint de piraterie que celui accompli par Francis Drake entre 1777 et entre 1577 et 1580. C'est aussi une expédition au bilan humain effrayant. Ces 2000 marins embarqués sur cet navire ne reviennent 3 ans et 9 mois plus tard que 188 survivants à bord d'un seul bâtiment. On gardera ce chiffre à l'esprit lorsqu'on analysera le tour du monde de Bougainville à Londres en cet hiver 1754-1755 et encore bien loin, d'imaginer cette chose-là. Voilà. Ensuite, il y a plein d'autres livres, je ne peux pas tout citer. Hein. Donc il y a le James Cook d'Anne Ponce aussi, hein, donc aux éditions Perrin. Hein. Ça c'est fabuleux aussi. Hein. Je vous cite simplement la pochette. Réalisé entre 1768 et 1779, les 3 circumnavigations du capitaine Cook, le plus illustre navigateur et cartographe qu'ait produit l'Angleterre, marque le début des grandes explorations scientifiques du siècle des Lumières. Déterminé à se rendre là où non seulement aucun homme n'était encore allé, mais aussi loin qu'il était possible d'aller, accompagné de nombreux savants et artistes, il rapporta de ses voyages une masse d'informations sur les mœurs et les coutumes des populations indigènes les plus méconnues du globe, en particulier celles d'Océanie. Il mit un point final au mythe de la Terra Australis en relevant de nombreuses cartes des terres qu'il découvrit ou localisa, dont la Nouvelle-Zélande et la côte orientale de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, l'archipel des îles Tonga, la Nouvelle-Zébride et les îles Sandwich. Fidèle aux instructions du roi George III, l'homme que Louis XVI citera en exemple à la Pérouse avait, avant son tour du monde, tenta d'entretenir les meilleures relations avec les naturels jusqu'à ce que son épuisement et une santé vacillante aboutissent à sa mort violente sur une plage de Hawaï. Oh, des bons sauvages, mais carrément. Voilà. Ensuite, il y a Kerguelen aussi. Ah, Kerguelen, c'est un breton, donc vous ne pouvez pas le manquer quand même. Donc c'est Alain Boulaire qui a fait sa biographie. Donc il a publié ça aux éditions France Empire, hein, il y a quelques années déjà. Voilà. Et puis une amie qui m'a passé aussi donc une nouvelle édition. Hein. Alors j'ai la photocopie de la nouvelle édition, je ne l'ai pas encore le livre, c'est très bien.
c'est très très intéressant. Alors c'est un personnage un peu particulier, Kerguelen, hein. Je vous lis la page. Si l'archipel des Kerguelen est connu, sait-on que ce nom fut donné par le célèbre navigateur anglais Cook en hommage à l'un de ses confrères bretons qui en 1773 avait découvert ces îles australes. Voilà, il appelait ça aussi Cook les îles de la désolation. C'est assez ironique de sa part. Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec est un officier de marine savant et érudit, un parfait représentant du siècle des Lumières, servant dans une arme dont la haute technicité nous étonne encore aujourd'hui. La navigation au XVIIIe siècle se fait à bord de voiliers remarquables conçus par des ingénieurs constructeurs et bâtis dans des arsenaux comme celui de Brest pour la marine du roi. L'hydrographie et la cartographie sont de plus en plus rigoureuses grâce à des officiers comme Kerguelen. Mais ce qui frappe le plus chez ce jeune gentilhomme breton, c'est sa soif de vivre, son goût pour l'aventure et son amour de la marine et de la patrie. De Landudal, où il est né, c'est évoqué Landudal dans mon livre, il commence à servir à Brest après des études solides à Quimper. Il va alors de Dunkerque à Rochefort, en passant par Port-Louis, de Saint-Domingue, à l'île Maurice, en passant par Bergen, mener une vie passionnante et féconde. Il atteint le sommet de la gloire lorsque Louis XV le récompense pour avoir donné au royaume la France australe. Mais la roche tarpéenne est proche du Capitole. Et après un second voyage, au cours duquel il brave tous les interdits, Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec est jugé par le Conseil de guerre qui le chasse de la marine. Il est même emprisonné pendant plusieurs années. Réintégré lors de la guerre d'indépendance, mais hors de la marine du roi, il va alors connaître tour à tour nouveaux départs et échecs immérités, comme si désormais la fortune se refusait à lui. Cependant, sans jamais baisser les bras, il continue à œuvrer pour la France et pour sa marine pendant la difficile période de la Révolution. Et tel le fameux phénix, il semble toujours renaître de ses cendres. Cette vie est donc un roman fantastique que le plus imaginatif des auteurs aurait eu scrupule à écrire, tant il est plein de rebondissements, d'ombre et de lumière. Oui, ça vaut vraiment le coup de lire sa biographie. C'est très 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 intéressant pour faire du roman. Voilà. Ensuite, je vais citer Nelson. Alors lui, c'est pas un découvreur, c'est un génie de la stratégie maritime. Mais donc je vais vous citer ces romans là. Et le cinquième roman que je n'ai pas lu comprend Trafalgar. Alors bon, Trafalgar, c'est Nelson. Donc les sources sont chez ces historiens-là. Ça, c'est Georges Fleury qui a écrit cette biographie de Nelson. C'est édité. C'est édité où ça? C'est édité, c'est pas marqué ici. Quel est l'éditeur? Vous chercherez. Donc c'est parce que c'est une édition club, ça. Donc c'est Georges Fleury Nelson. Voilà. Donc je vais vous lire la page en tête. Rien ne prédestinait Horatius Nelson, fils de pasteur, à connaître un destin unique au XVIIIe siècle. Sa passion de la mer qui le poussait à rester des heures en haut d'un arbre, regarder partir les bateaux, le conduire à embarquer à 12 ans sur le bateau commandé par son oncle. Dès lors, ni la maladie, ni les blessures, ni la perte d'un œil et d'un bras ne l'empêcheront de gravir tous les échelons de commandement dans la Royal Navy. La passion amoureuse que lui avouait Lady Emma Hamilton, sculpturale danseuse exotique, devenue l'épouse d'un ambassadeur de la couronne, ajoute à la destinée de Nelson le romantisme dans lequel il n'aurait été que le vainqueur d'Aboukir et de Trafalgar. Avec ses voyages aux Indes, en Amérique, aux Antilles, ses batailles navales gagnées au mépris des règles établies, ses intrigues italiennes, ses amours intenses, Nelson est un grand roman d'aventure, un reflet d'histoire où la vie s'écoule, scandée par le coup de canon et la musique de Cimarosa, accompagnant les fêtes galantes dans les palais napolitains. Voilà, à lire, absolument, Nelson. Voilà, ensuite, alors vous avez également les navigateurs du XXe siècle. Donc là, je vais arrêter de citer les pochettes, mais les gens qui ont fait le tour du monde au début du XXe siècle, comme Joshua Slocum, ça c'est sympa à lire, c'est magnifique à lire.
navigateur en solitaire, Joshua Shlukum, hein. C'est l'édition Babel, hein. Voilà, ça se trouve assez facilement. Vous avez Chichester, hein, Sir Francis Chichester, hein, le tour du monde du Gypsy Moth. Hein, enfin, c'est toute une aventure aussi, hein, en quelque sorte. Hein, voilà. Et puis nous avons notre gloire nationale et bretonne, Éric Tabarly, hein, tout simplement. Hein, c'est très intéressant, très aventureux la vie d'Éric Tabarly. Hein. Même Carsozon, hein, disait Carsozon aussi, c'est très intéressant aussi. Enfin, c'est tout le monde de la mer. Voilà. Donc donc j'ai choisi donc cette série de 6 volumes, j'en ai lu 2 hein, pour l'instant. Hein. C'est sympa à lire, moi j'aime bien. Hein, voilà. Donc je vous dis, il y en a le 5e, c'est pendant Trafalgar. Alors, honnêtement, ça je ne l'ai pas lu. Là, je vais vous donner des petites couleurs de ces livres. Là, sur le premier, hein, que j'ai lu, lui, pour les 3 couleurs. Hein, donc ça, c'est en pocket. Hein, c'est donc Fabien Clos. Et donc, j'ai sélectionné pour vous, dans les 3 couleurs, je vais vous lire la couverture déjà. Donc, mars 1798, la France révolutionnaire est en guerre contre la plupart des monarchies d'Europe. Parmi les ennemis, l'Angleterre et sa puissante Royal Navy sont le fer de lance de cette lutte sans merci qui s'éternise. Hélas, la jeune marine républicaine se consume sur les cendres de la défunte royale. La flotte française, à court de crédit, souffre d'une corruption généralisée. Engagé à l'âge de 13 ans, Gilles Belmont en a 29 lorsqu'il accède au grade très convoité de capitaine de frégate. Il se voit confier une mission cruciale pour la survie de la France qui mettra à rude épreuve son humanité et son intelligence. Entre machination des services secrets, combat naval et amour naissant, survivra-t-il dans ce monde où l'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit. Voilà. Donc, je vais vous lire la page 120. Page 120. C'est des courts extraits là, hein, parce que c'est à vous de lire de le roman, ma foi. La Cassandre n'était plus qu'un 1,5 mille en route parallèle à la Cassiopée. Duval observa que ses cacatois et perroquets avaient déjà disparu. Sous grande voile, misaine, petit et grand hunier, elle conservait bien assez de vitesse pour manœuvrer la Cassiopée à sa guise. Elle semblait accepter de s'engager sous le vent, à bâbord de la Cassiopée. Mais Duval connaissait trop bien cette nouvelle génération d'audacieux capitaines anglais pour se fier aux apparences. La puissante frégate allait ajuster la corvette comme il lui plairait et frapper sans relâche la Cassiopée de ses 18 livres, auxquelles s'ajoutaient les monstrueuses caronades les écrabouilleurs, comme les nommaient les hommes avec effroi. Ces énormes bouches à feu ressemblaient à de vieilles bombardes, mais les Anglais avaient effectivement développé la portée et la charge des instruments de mort. Par la mitraille ou le boulet, la Cassandre allait de toute évidence balayer la frêle corvette. Voilà. Donc ensuite, nous avons la page 206, où es-tu? Voilà, page 206, alors c'est très court. Peu à peu, le vent virait progressivement à l'ouest en fraîchissant. Réagissant à l'ordre de Lavigne, le Bosco siffla de brasser les vergues et de border les écoutes. Les bâbordais de quart étaient les plus homogènes que les tribordais à la manœuvre, plus prompts à exécuter. La frégate s'appuya légèrement sur sa hanche et l'air sur la dunette devint plus frais. À 800 milles de Madère, sur une mer parfaitement maniable, la frégate de la marine républicaine, l'Égalité, filait avec son destin. Voilà. C'est l'ambiance de la mer, quoi, hein, du grand large. Page 369, où es-tu? Tu es là, voilà. Lorsque la nuit enveloppa le mouillage et les navires, la baie de Funchal retrouva un calme absolu. Répondant alors avec enthousiasme à l'invitation du commandant de l'équipage de l'Égalité,
s'appropria le pont principal et l'ambiance devint rapidement festive. On chanta, on dansa, des matelots, et on rit copieusement à l'initiation des nouveaux. La double ration de Rome fut accueillie avec une vigoureuse marseillaise. Les fusiliers eux-mêmes entonnèrent un chant. À 10 heures du soir, un canon couleur de l'Union Jack vint se ronger le long du bord. Il était porteur d'un pli en provenance du Revenge, le premier des 74 mouillés sur le vent de l'égalité. Belmont avait rencontré le capitaine du Revenge au palais du gouverneur. L'image de l'arrogant capitaine de vaisseau lui revint aussitôt. Sitôt franchi la coupée, un austère lieutenant anglais avait remis un message au capitaine de l'égalité. Les chants s'étaient tus. Belmont lut le passage et dut faire effort pour contenir son humeur. Il était écrit en français. Capitaine Belmont, la permissivité à bord de vos bâtiments adresse un mauvais message aux marins en escale à Funchal. Un navire bien tenu, monsieur, exige la dignité. Le capitaine James Callaway. Voilà. HMS Revenge. Posément, Belmont avait griffiné une réponse au dos du message. Le premier maître Soulier avait su bien se placer et avait pu lire par-dessus l'épaule du commandant sans que cela fût grossier. La réponse s'était diffusée à bord comme l'éclair. Capitaine Callaway. C'est précisément pour cette raison, monsieur, que vous n'êtes point convié. Capitaine Gilles Belmont, frégate l'égalité. Voilà. Voilà, ils sont dans un port neutre, hein, c'est pour ça qu'ils ne se tirent pas dessus. Hein. Voilà. Donc il y a la suite ensuite, bien sûr, c'est le trésor des Américains. Alors bon, l'argument est le suivant. La veille du coup d'État du 18 Brumaire, de retour d'une campagne victorieuse aux Antilles, Gilles Belmont se languit loin des océans qui l'ont forgé. La France, quant à elle, en lutte contre les puissances européennes, unies et fragilisées par 10 années de tumulte, est aux abois. Ses finances sont exsangues. De l'or, les États-Unis en regorgent. Mais la guerre navale qui sévit entre les deux nations complique les incursions dans les eaux américaines. Le jeune capitaine, aux idéaux et au caractère bien trempé, va se voir confier une mission délicate qui conduira sa frégate jusqu'à Philadelphie. Face au pouvoir américain et à ses puissants services secrets, saura-t-il honorer la confiance du nouveau consul Bonaparte? Voilà, donc on est dans une autre époque. Et là, je vous ai sélectionné page 55. Talleyrand, le fameux Talleyrand, s'inclinant en direction de l'amiral et poursuivit. Présumant l'inéluctabilité de leur retrait, les Anglais ont alors fait main basse sur les richesses des notables américains, ainsi que sur des devises, des œuvres d'art, des diamants, et dit-on une appréciable quantité d'or. Le montant de cette fortune approcherait 30 millions de nos francs actuels. Il aimait bien l'argent, Talleyrand, hein, donc c'est assez plausible. Les visages exprimaient la concentration et probablement songea Belmont une folle espérance. Cependant, reprit Talleyrand, la débâcle britannique fut précipitée et les Anglais n'ont pas eu le temps de rapatrier leur butin. Aujourd'hui, nos agents à Londres et aux États-Unis nous informent que l'Angleterre projette de récupérer ses rapines. Pour être concis, capitaine, il est hors de question que cet or vienne remplir les caisses du roi George. Comme par magie, un rayon de soleil vint à cet instant illuminer la grande porte vitrée. 30 millions de francs. Il y avait de quoi avoir le vertige. Lucien Bonaparte se tourna vers Belmont et prit alors la parole. Notre pays n'a pas seulement versé son sang pour l'indépendance des États-Unis, capitaine. Nous avons aussi équipé et financé à crédit une grande partie de cette magnifique lutte. Les Américains n'ont cependant jamais eu la décence de proposer ne serait-ce qu'un début de remboursement. Il est temps que la France retrouve ce qu'elle a prêté. Voilà, c'est pas faux ça. Hein. Voilà. Alors ensuite, page 246. C'est le dernier passage, hein, je crois, hein, que j'ai noté. Après, on va passer à toute autre chose. Les 9 hommes s'interrogeaient du regard. Mettant à profit son grade et son lien d'amitié, Duval osa poser la question que tous avaient sur les lèvres. Le trésor est à Wilmington, commandant.
Belmont lui sourit. Il est sous nos yeux depuis le premier jour, lieutenant Duval. Et il nous appartient d'aller le chercher à bord du HMS Rose. La fièvre s'empara d'eux tandis que Belmont livrait ses déductions. Peu avant la fin de la guerre d'indépendance, l'ancien colonisateur n'avait déjà plus la maîtrise des mers de ce côté-là de l'Atlantique. Quand les Anglais voulurent évacuer leur pillage, il était déjà trop tard. Il n'avait plus que le vieux HMS Rose sous la main, tandis que les bâtiments français patrouillaient le long de la côte est des États-Unis. Avec sa ruse coutumière, la perfide d'Albion avait subodoré que les Américains, ayant capturé le vaisseau anglais, le conserveraient tel un trophée. L'exposition du 74 des années durant au cœur même de Philadelphie avait empêché toute tentative de récupération. Depuis quelques mois qu'il était promis à l'oubli, au milieu de nulle part, la quête était à nouveau permise. C'est la raison pour laquelle 3 bâtiments anglais approchent en ce moment même de Wilmington, asséna Belmont. Et sauf votre respect, commandant, objecta Bassa. Les Américains n'ont-ils pas eux-mêmes désarmé et inspecté cette vieille baille? En tout marin sommeille un contrebandier, lieutenant. J'imagine que si nous commandions à la bonne fortune de faire disparaître le Diwal, nous ne verrions que du feu. L'hommage au Malouin déclencha des rires. Capitaine Belmont, mes hommes se feront une joie de retourner cette barque, assura le Gagnot. Envoyons-nous une équipe reconnaître le vaisseau, commandant, ou allons-nous une fois pour toutes avec l'artillerie lourde, questionna Duval. Belmont lui rendit son regard. Comme toujours, Duval avait un temps d'avance. Cela rendait l'audace tellement plus facile. Bon, alors, bon, tout ça est agréable à lire, hein, donc je vous encourage donc à acheter ces romans, s'il y en a plusieurs. Moi, le premier, hein, si ça vous plaît, il faut acheter les autres. Voilà. Ensuite, que faisons-nous? Oui, alors, tout à l'heure, je vous ai récité un poème. Hein, tu te plais à plonger au sein de ton image. Donc, je vous parlais justement un peu de plongée sous-marine, parce que, vous voyez, par exemple, c'est l'expédition Salomon qui va vraiment presque tout découvrir sur l'épave de l'expédition à Vanikoro de la Pérouse. Ils vont retrouver beaucoup d'objets, des restes humains également. Par quel moyen? Par la plongée sous-marine. Donc c'est en quelque sorte une autre manière d'explorer. Donc j'ai des amis qui font également de l'exploration. Hein. Vous avez vu les beaux livres qui sont derrière moi. On a marché sous le pôle, Under the Pole. Donc ils ont fait plusieurs ouvrages, ils ont fait aussi beaucoup de vidéos. Enfin, tout ça est très beau, très intéressant. Je vais surtout vous en montrer un sur Entre deux mondes, parce que eux, ils sont dans les 2 premiers ouvrages et les premières vidéos, ils ont surtout fait des expéditions autour du pôle. Hein, de l'Arctique. Et donc le but, c'est avec un support, un grand bateau de plus de 20 mètres qui fait rêver, lui aussi, il est très très beau. Hein. J'ai vu plusieurs fois naviguer, je suis allé dessus, c'est vraiment magnifique. Et donc ils font de la plongée sous-marine. Donc ces gens-là, que ce soit Emmanuel Perrier ou Guilain Bardou, je les ai formés en plongée sous-marine, hein, dans la zone des 40-50 mètres. Et jusqu'au moniteur à plongée, mais après ils ont pris leur envol. Maintenant ils font de la plongée entre 100, 150, 170 mètres avec une autre instrumentation. Ce sont des recycleurs, ils ont des scooters des mers. Enfin, c'est de la plongée très engagée et très technique. Alors, on va pas revenir sur la technicité de la plongée, hein, mais je vais vous montrer surtout des photos, vous lire un petit texte, vous montrer toute la capacité aventureuse de tout ça. Alors on dit souvent les romans historiques c'est dans le passé. Alors c'est vrai qu'on peut considérer qu'on fait un roman historique au moins quand on a passé une génération. Hein. Disons qu'au niveau démographique, une génération c'est 30 ans. Hein, voilà.
Donc ils ont déjà fait 15 ans, on peut estimer que dans 15 ans, bah, il pourrait être l'objet de romans historiques en quelque sorte. Donc c'est vraiment une belle source. Et puis j'ai cœur à vous en parler parce que je trouve ça magnifique. J'aimerais avoir 30-40 ans comme eux et faire la même chose, hein, bien sûr. Voilà, donc je vais vous montrer ce livre. Alors j'ai pris des notes hein, pour essayer de trouver les endroits les plus intéressants. Donc je vais vous montrer des photos. C'est aussi un livre de photos. C'est aussi bien écrit, hein, que ce soit les autres hein, qui sont plus polarisés sur les pôles. Et la plongée au pôle, c'est étonnant. Les couleurs sous la mer au pôle, à 100 mètres, à 150 mètres, c'est même proche de la surface d'ailleurs. Enfin bon, on va surtout s'intéresser à ça. Parce que... Enfin, je n'ai pas pris le bon. Donc c'est pas celui-là. C'est Entre deux mondes avec il. Voilà. Entre deux mondes, enfin c'est le monde du polaire et le monde tropical, quoi. Hein. Vous voyez des belles photos des tropiques. Alors, tous ces ouvrages sont publiés aux éditions Ulmer. Hein. Donc ça se trouve facilement en librairie. Hein. Je vais mettre mes lunettes. Donc c'est la page 150. On va prendre dans l'ordre, on va commencer par 120. Page 120. On va commencer par les photos. C'est une très très belle photo là-dedans. Hein. Page 120. Voilà. Alors ça c'est Bora Bora. Alors bon, si vous voulez, c'est la photo qu'on peut dire touristique, mais en fait ils ont plongé à Bora Bora dans les 100 mètres de profondeur, hein, 120 mètres même. Hein. Donc c'est pas que... c'est quand même une très belle île. Il y a aussi des endroits sauvages, il n'y a pas que les grands hôtels. Voilà. Ensuite, la page 136. Je ne vais pas vous montrer toutes les photos. À toutes les pages, il y a des photos. Hein, donc c'est vraiment un ouvrage très très intéressant, très beau, qui fait rêver. Il n'y a rien à faire. Page 136. Page 136. Ça, c'est la descente en plongée. C'est pas n'importe quelle plongée, hein, c'est des plongées très profondes, hein, 120, 130, 150. Oui, ils ont des scooters des mers, et ils ont un équipement qui est très particulier, quoi, hein, ça recycle l'air, donc c'est des économies d'air, puis c'est des mélanges avec de l'hélium, de l'oxygène, avec des taux calculés par l'électronique, donc c'est de la plongée très engagée, quoi. Donc ça c'est la 136, donc la 150. 150, ben ça c'est les Tuamotu, hein. Donc voilà, ces îles-là, c'est aussi sublime. Hein. Puis ça c'est des îles basses hein, qui sont issues d'un ancien volcan, hein. Ça fait le tour d'un volcan, quoi. Ensuite 166. Donc on est à 150, 166. C'est la dernière. Hein. Voilà, c'est surtout pour vous montrer le... Ça, si j'arrive aux Marquises, c'est des îles hautes, hein, c'est le contraire. Hein. Et puis surtout, on voit ce magnifique bateau, hein, le Wai, hein, qui leur sert de support. Hein, c'est une golette, c'est beau, une golette, c'est sublime. Voilà. Et je vais vous lire un passage. Vous allez voir, c'est un passage qui est très aventureux, hein, qui fait mousser le côté romanesque. Mais c'est très très peu improbable ce qui leur est arrivé là. Mais vous allez voir. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais. Sauf là, vous allez voir. Alors, page 130. Page 130. Alors d'abord, c'est Guylain Bardou qui parle. Hein. C'est un des responsables, des deux responsables de l'expédition avec sa femme Emmanuelle. Hein. Alors, elle lui parle. Le 25 septembre, nous partons pour la dernière plongée à Bora Bora, sur un magnifique site au nord de l'île. La faune y est très présente avec de grands bancs de barracuda, de carangues, de Napoléon. Napoléon, c'est de très très gros poissons. Des thons et un important groupe de requins gris, au-dessus de 60 mètres. Le requin gris, c'est vraiment le requin le plus courant, mais c'est déjà un gros requin. Hein. Le retournement corallien mésophotique, c'est les coraux de profondeur, quoi, à partir de 30 mètres jusqu'à 150. Est particulièrement dense, et les scientifiques notent une belle densité dans nos prélèvements.
nous apprêtons à remonter les hydrophones et les capteurs, à réaliser les derniers échantillonnages. Le site est si beau que nous décidons de le documenter en photos et vidéos avant de le quitter. On s'immerge à 6 dans une mer formée. Julien et moi couvrons les profondeurs de 120 à 90 mètres. Déjà de profondeur notable. Hein. Manu et Erwan, celles de 60, 40, 20 et 6 mètres. Franck fait de la photo et Nico l'assiste. En surface, Jérémy est responsable de la sécurité. Héloïse et Michel traitent des échantillons que nous renvoyons du fond. Max fait des images à bord et en drone. Aurélien Taninato, journaliste à la Tribune de Genève, est là en observatrice. Aurélie, pardon, c'est pas Aurélien. Aurélie Tonanito. Bref, il y a du monde sur et sous l'eau. Après, c'est Julien Leblond qui parle. C'est un plongeur. À la descente, je savoure le plaisir de cette ultime immersion dans les eaux de l'archipel de la Société. Elle s'annonce exceptionnelle. Les 2 semaines suivantes seront consacrées à la préparation du bateau avant d'appareiller pour les Tuamotu. C'est donc conscient du programme à venir que je récupère avec Guilain le matériel qui enregistre en continu les données à 120 mètres depuis plusieurs jours. Nous en profitons pour nous attarder sur la topographie complexe ainsi que sur la richesse des organismes et des poissons qui défilent sous nos yeux pendant la remontée. La visibilité est excellente. Je relève la tête et aperçois la silhouette des camarades qui travaillent à 60 mètres ainsi que celle des requins gris qui patrouillent la zone. Pile dans l'axe de notre remontée, à 80 mètres, l'un d'eux attire mon attention par sa nage inhabituelle, alternant des mouvements lents et calmes de la gauche vers la droite. Arrivé à son niveau, je peux alors observer sa gueule à demi ouverte. Pensant qu'il va peut-être régurgiter un poisson, je cherche à voir s'il est hameçonné. Il ne montre aucun signe flagrant d'agressivité, mais son comportement m'interpelle. Là, c'est Guilain qui parle. Nous suivons doucement la pente ascendante en propulseur, donc il ne palme pas. Après que Julien a récupéré puis renvoyé en surface avec un parachute des capteurs de 120 à 90 mètres. À travers le moniteur de ma caméra, je filme le tombant, les coraux épars, qui se densifient à mesure que nous remontons. Les bancs de poissons qui s'écartent devant moi et au loin. En plus petit sur mon écran, Julien qui semble s'être arrêté. Arrivé à une vingtaine de mètres de lui, je distingue l'objet de sa curiosité. Un requin gris au comportement étrange, en se contorsionnant de gauche à droite. Il évolue proche des coraux dans une nage extrêmement lente, totalement inhabituelle. Julien l'observe quelques instants, puis fait demi-tour et s'éloigne à 30 mètres, à une trentaine de mètres. Immobile, je continue à cadrer. Le requin me passe devant et poursuit son chemin. Il repasse devant moi, dans l'autre sens, et longe le récif dans la direction de Julien. En s'éloignant maintenant de moi, il se rapproche de lui, mais a cessé de virer de gauche à droite. Alors après, là c'est donc Julien qui parle. Un peu à l'écart, une encoche dans le récif attire mon attention et je décide d'aller y jeter un coup d'œil. Guilain garde le squale dans le moniteur de sa caméra tandis que je m'éloigne. Ma curiosité satisfaite, je reviens sur mes pas et le vois distinctement quitter le mur et nager à ma rencontre dans le bleu. Tracté par mon scooter, nous nous rejoignons et il m'escorte pendant quelques secondes dans ce décor incroyable. Le noir des abysses laisse imaginer la profondeur vertigineuse sous mes palmes. Lorsque je lève les yeux, c'est au contraire un banc de lumière presque aveuglante qui permet de distinguer nettement la surface. Je m'apprête à quitter le requin en amorçant un virage pour retrouver Guilain quand les éléments prennent une toute autre tournure. Le temps semble s'arrêter, ou du moins ralentir sensiblement. Je le vois parfaitement me faire volte-face d'un grand coup de caudale, ouvrir la gueule et
Je ferme les yeux alors qu'il referme ses mâchoires sur moi. Je suis dans le noir, impuissant, surpris, mais ses dents qui crissent sur mon crâne ne laissent aucun doute sur ce qui est en train de se passer. Je ne ressens aucune douleur. Je constate simplement que la situation a basculé et que je suis maintenant dans une position plus que précaire. Ghislain Bardou. Le tableau est spectaculaire. Dans le bleu magnifique des profondeurs, Julien et le requin évoluent de concert. Quand en une fraction de seconde, le requin se retourne à 180 degrés et fonce sur Julien. Sidéré, je vois mon binôme qui vacille dans un nuage de bulles et bascule en arrière sous l'impact. Je démarre mon scooter pour le rejoindre et hurle « Julien !» dans mon embout à plusieurs reprises pour lui signifier que j'arrive. Après ce qui me semble être une éternité, mais qui dure en réalité 3 secondes, le requin lâche prise une nage nerveuse, me fonce dessus. Tout va très vite, je doute de ses intentions, mais il vire à 90 degrés devant ma caméra et rejoint le récif dans mon dos. Je me rapproche alors aussi vite que possible de Julien. Julien. De l'eau dans ma bouche, dans ma boucle respiratoire. Alors bon, il faut connaître un peu les recycleurs, ils ont des gros anneaux autour de la bouche. Voilà, le requin a donné un petit coup dessus. De l'eau dans ma bouche respiratoire, mon masque a arraché, ma main saisit automatiquement les détendeurs de ma bouteille de secours, alors que j'entends Ghislain hurler. Donc ils ont des bouteilles en plus, quoi, pour ce genre de cas, par exemple. Le bruit caractéristique de son scooter qui démarre confirme qu'il a tout vu et qu'il se rapproche déjà de moi. Restez calme, respectez la procédure et gardez confiance. À ce moment-là, je suis seul pour gérer la situation et mes émotions. Me laisser gagner par la panique pourrait s'avérer fatal. Je respire le plus sereinement possible. Je sais que j'ai largement assez de gaz pour remonter jusqu'à 20 mètres sans problème. En arrivant, là c'est Ghislain qui parle, arrivant à ses côtés, prêt à lui donner mon détendeur de secours, je perçois son masque couler, la sangle coupée. Je me place à son niveau pour qu'il perçoive ma présence et lui fais un grand signe « Ok ». Comme ça, ok, tout va bien. Enfin, si on peut dire. Devant le visage pour lui signifier que je suis là et que le requin, lui, est parti. Sans masque, Julien voit flou. Ses yeux sont écarquillés, immenses, hallucinés. Des bulles fusent de sa boucle respiratoire en plusieurs endroits. Sa cagoule est abîmée, mais il semble maîtriser la situation et bascule seul sur son scaphandre de secours. Le temps passe. Nous sommes toujours à 80 mètres quand même, et nous devons remonter de toute urgence. Nico nous rejoint et je lui tends mon parachute jaune pour lui confirmer par le geste la gravité de la situation que nos regards reflètent. Alors, Julien, je récupère mon masque de secours et change les paramètres de mes instruments de décompression car je suis maintenant en circuit ouvert. Je fais alors signe à Ghislain que tout va bien. Si je puis dire, nous rejoignons rapidement le récif pour nos premières minutes de palier obligatoire vers 60 mètres. L'autre palanquier, un peu choqué, nous retrouve et se charge de déclencher l'alerte en surface. Nico tire le parachute jaune, puis me lance un regard qui en dit long que n'importe quel signe de la main. Ghislain. Regroupés, nous faisons bloc, comme pour nous rassurer. À 55 mètres, nous sommes maintenant dans le tempo des paliers que nous marquons de 3 mètres en 3 mètres. J'explique à tous ce qui vient de se passer et dresse intérieurement un bref bilan de la situation. Le recycleur de Julien est hors service. On ne peut distinguer ses plaies, mais il semble perdre beaucoup de sang et nous avons 2h30 de décompression obligatoire avant de pouvoir émerger. La situation est délicate, mais heureusement Julien paraît calme et en possession de ses moyens. Julien. Ghislain tient à mesurer l'étendue des dégâts et semble mitigé, mais pas affolé quand je soulève ma cagoule. De mon côté, je vois simplement un énorme nuage vert.
Oui, parce que les couleurs changent à ces profondeurs-là. Donc, le rouge, il est vert. Alors, le nuage vert se diluait au-dessus de ma tête. Le moteur du bateau vrombit et moins de 5 minutes plus tard, nous voyions arriver la ligne de décompression de secours qui me permettra de terminer les paliers ainsi que la plaquette de communication assurant le contact avec la surface. Il me reste presque 2h30 avant de pouvoir sortir la tête de l'eau. Je tente de repasser sur le recycleur, mais les dents du squale ont eu raison des tuyaux à nez, de l'embout buccal et la machine est noyée. Inutilisable. Je me focalise sur le fait que tout va bien se passer. Nous sommes maintenant au-dessus de 50 mètres et les requins ne nous accompagnent plus. Ils sont restés cantonnés à la zone profonde, comme nous avons pu le constater lors des plongées précédentes. Un seul inconnu. Vais-je pouvoir rester conscient tout le temps nécessaire à la décompression? Je me sens relativement bien et confiant, mais je ne sais pas de combien de sang je perds. Les 2 heures à venir s'annoncent longues, mais je suis bien entouré, je ne souffre pas et le plongeur de sécurité est descendu pour évaluer la situation et prévenir l'équipe de surface. Les médecins à bord du Wye doivent déjà préparer le matériel nécessaire à ma prise en charge. Guylain Barbeau. La procédure de secours est en place. Nous sommes condamnés à remonter doucement en respectant nos paliers. Nous surveillons l'état de Julien. La décompression est toujours longue sur ces plongées, mais à cet instant, elle l'est particulièrement. Nous repensons tous à ce que vient de se passer en refaisant le film, essayant de comprendre. L'hémorragie semble s'être stoppée. Ce qui nous rassure, son regard porte la stigmate d'une fatigue anormale. À chaque fois que je l'interroge, il me répond invariablement que ça va. Julien, je repasse les événements en boucle dans ma tête et ne parviens pas à comprendre ce qui a pu déclencher un tel comportement. Je ne suis pas un spécialiste des requins, mais j'ai fait de nombreuses plongées à leur côté et je connais la nage d'intimidation qu'ils peuvent adopter s'ils se sentent importunés ou excités. Quand j'ai pu l'observer, elle était bien plus caractéristique, saccadée, nerveuse et rapide que cette fois-ci. Elle s'accompagne de signaux d'avertissement comme des passages plus rapprochés, voire des charges clairement dirigées. Mais jamais personne ne m'a rapporté de récit décrivant un changement de comportement aussi soudain, sans stimuli particulier. Une fois remonté sur 15 mètres, je suis confiant quant à la bonne issue de la plongée. J'ai tout le gaz qu'il faut pour finir les paliers. Et je me sens encore en forme. Il me tarde juste de passer un coup de fil à ma femme pour entendre sa voix, lui raconter cette mésaventure en espérant que je ne finisse pas tondu. Guylain Barbeau. En fin d'après-midi, nous émergeons enfin. On se réhydrate, on mange gâteau et banane, on rit même, comme pour relâcher enfin la tension des heures passées sous l'eau. De retour au Wye, le bateau, Julien s'en sort avec 12 points de suture à la tête et un gros soulagement. Les 2 médecins du bord ont réussi à préserver sa chevelure. Il n'est rasé qu'aux endroits de la morsure d'ailleurs. Mais avec le recul, en échangeant avec les experts et en revisualisant la scène intégralement filmée, nous comprenons a posteriori les motivations du requin. Sa nage lente et saccadée était une nage d'intimidation, une marque de territorialité, induit en erreur par sa lenteur. Ni Julien ni moi n'avons pu l'interpréter sur le moment. Peut-être avons-nous été confrontés à un individu plus caractériel que ses congénères, agacé par nos incursions sur son territoire des jours passés. Il a fini par mordre brusquement, sans autre sommation que cet étrange nage. Une autre hypothèse soulevée par un spécialiste serait que le scooter a été l'élément déclencheur. Du point de vue de la plongée, l'accident est gravissime. Son issue heureuse ne repose pour l'essentiel que sur l'expérience et le sang-froid remarquable de Julien, ainsi que l'entraînement de l'équipe et la bonne organisation des plongées. Ah oui. Cet événement nous fait prendre conscience encore un peu plus de l'engagement de ce programme. À l'aspect purement technique des immersions profondes s'ajoute
la dimension environnementale. Si les rencontres avec les bancs de requins gris sont courantes dans les passes en Polynésie française, elles se font la plupart du temps en circuit ouvert, avec la présence de bulles qui tiennent à distance les poissons, je pense aussi. Dans de faibles profondeurs et souvent sur les mêmes sites, il est probable que les requins que nous côtoyons en zone profonde soient beaucoup moins habitués à la présence des hommes. À l'heure où approchent les requins, à l'heure où approcher les requins est ultra banalisé par une génération GoPro et une surenchère permanente de l'image sur les réseaux sociaux, l'événement nous rappelle qu'à chaque immersion, nous pénétrons un monde sauvage qu'il convient de côtoyer avec humilité. Pour l'ensemble de l'équipe, l'événement laisse durablement des traces. L'impossible devient possible. Nous regardons à présent avec beaucoup d'attention les manifestations corporelles des requins gris et celles des autres espèces également. Nous observons d'ailleurs à 2 reprises, à Tikeo et aux Marquises, une nage d'intimidation. Mais désormais, nous appliquons sans attendre la seule conduite qui vaille, s'éloigner sûrement, mais sans précipitation. Voilà, vous voyez, c'est un récit très aventureux, ça fait à la fois peur et rêver. Voilà. Donc c'est une belle expédition, c'est sujet à la rêverie. Alors leur but, c'est écologique, c'est observer les changements dus au changement climatique et puis les grandes tendances écologiques dans ces grandes profondeurs. Voilà. Voilà, donc j'en ai fini avec le grand large. On y reviendra peut-être sur la mer, parce que c'est un sujet très très intéressant, et puis qui m'intéresse beaucoup. Et puis, n'oubliez pas donc d'acheter mon joli livre, Le sable de Damas. Il y a un moment donné où on parlera de la mer dans d'autres ouvrages. Là, on en parle peu de la mer sur celui-ci, sauf au Glénan, parce qu'il y a un passage au Glénan. Mais dans les autres, il va aller en Égypte, il va aller à Damas. Alors je ne vais pas trop divulgacher, comme disent les spoliés, c'est divulgacher, disent les Québécois. Mais il y aura aussi, sur la fin de la saga, il y aura une partie qui sera en mer, au large. Voilà. Donc vous pouvez le trouver bien sûr chez Librinova, vous pouvez l'acheter sur internet, il y a des tas de possibilités. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.